révélation. C'est une vérité bleue. C'est pas une révélation. La candidature du professeur Kamto est une candidature qui fait peur parce que c'est un leader de poids de l'opposition camerounaise et à l'état actuel. Oui, parce qu'en réalité, vous savez, on est dans un environnement extrêmement complexe et les enjeux sont très élevés. C'est un choix que je fais et que j'assume. Si je disais ici que, au vu des dispositions juridiques actuelles, le MRC était en droit d'investir un candidat, je serais accusé d'avoir pris la toge d'avocat du MRC et que je suis ici pour défendre le caractère juridique ou légal de sa candidature. Et si je disais le contraire, vous entendrez des vertes et des pas mûres. Ce n'est pas mon rôle, mais le but est de comprendre que nous sommes là dans un débat qui est strictement juridique et dans l'ordre du métadiscours. Tout le monde qui donne une interprétation peut se tromper comme il peut avoir raison. Et donc, ce que les uns et les autres sont en train de faire à l'état actuel, c'est défendre une position qui peut soutenir le positionnement politique sur la question. Ce qui est clair et ce qui est constant, c'est que la candidature éventuelle du professeur Maurice Kamto fait peur. C'est pas une révélation. C'est une vérité bleue. C'est pas une révélation. La candidature du professeur Kamto est une candidature qui fait peur parce que c'est un leader de poids de l'opposition camerounaise et à l'état actuel de la configuration du jeu politique. Dans l'opposition camerounaise, vous avez deux figures majeures aujourd'hui, de façon incontestable. C'est le leader du PCRN et c'est le leader du MRC. Ce sont les deux figures majeures de l'opposition camerounaise. Et s'il y avait élection aujourd'hui, c'est des candidatures qui font peur à l'ordre gouvernant. Et c'est normal qu'il y ait cette bataille autour de l'enrégimentement du droit, autour de la capture du droit pour lui donner une signification qui peut être totalement à l'opposé de ce que les règles juridiques disent. Merci. Et le professeur Maurice Kamto sait très bien s'il peut être candidat, dans quelles conditions il peut être candidat et comment il doit faire pour être candidat. Maintenant, c'est vous qui êtes spécialiste de ces questions-là, c'est vous qui faites la science politique. Vous savez, il y a plusieurs façons de concourir. On peut concourir sans concourir, en jetant le discrédit sur le jeu et emporter une victoire écrasante sans avoir été candidat. Et donc, pour un acteur, vous savez, moi je suis pas un donneur de leçons. Je considère déjà que les partis politiques au Cameroun officient dans un environnement extrêmement difficile et précaire. Et il y a des éléments en soutien à ce que je dis. Lorsque je dis que le régime a peur des candidatures de Kamto et de Cabral, je le dis sur la base d'éléments qui sont probants. S'il n'est pas un candidat qui peut effrayer dans un schéma ou dans l'autre qui est pensé par l'ordre gouvernant, on l'aurait ignoré. C'est le même cas pour ce qui est du professeur Kamto. C'est un candidat qui fait peur, sérieusement. Parce que vous jugez ici, dans une élection présidentielle, de formation politique, alors que c'est une question de candidat. Et vous faites une analyse qui me fait rigoler. Parce que pour ceux qui sont spécialistes des sciences politiques, vous dites que le RDPC, le RDPC, ce n'est pas une affaire entre le MX et le RDPC. C'est une affaire entre Maurice Kamto et Paul Biya. Une affaire entre Cabral Libi et Paul Biya. Les partis politiques jouent un rôle important, mais lorsque nous allons dans l'urne, nous ne votons pas le RDPC, nous votons un homme à l'élection présidentielle. Et donc, du coup, l'analyse que vous formulez, vous parlez de la toute-puissance du RDPC, qui est implantée même dans les jupons des gens et dans les villages. Vous faites une analyse qui est totalement éthérée. Elle n'a aucun appui sur le sol parce que nous jugeons des individus qui présentent une offre politique, des projets de société à leurs concitoyens. Et lorsque nous allons dans l'urne, nous n'allons pas dans l'urne pour voter le RDPC. Même si, de façon indirecte, en votant le candidat du RDPC, on a choisi le RDPC, mais c'est d'abord un homme qui est présenté devant nous, c'est sa figure qui est sur l'offre politique, c'est sa tête en termes d'effigie qui est sur tous les supports de campagne. Et on a vu d'ailleurs qu'en 2018, le président de la République, actuel candidat du RDPC à l'époque, avait refusé que ce soit le pain du parti qui soit utilisé comme support de campagne. Pour la première fois, on avait un individu sur tous les supports sans l'effigie du parti. Parce qu'il démontrait bien à l'époque que c'est un parti qui a réussi à avoir le plus grand nombre de bandits dans les géoles et il n'était pas lui-même fier de sa formation politique. À l'époque, je me souviens d'ailleurs que vous aviez organisé des débats pour expliquer pourquoi est-ce que le président avait fait le choix d'avoir lui seul son visage en termes d'effigie et d'avoir un pagne et tous les supports de campagne qui étaient différents. Et c'était la première fois d'ailleurs qu'on avait une telle stratégie de campagne et je pense qu'elle a été payante. Certainement, c'était une façon de communiquer et montrer qu'il était peut-être en dissidence avec sa propre formation politique. Donc c'est une question d'individu, c'est la première des choses. La seconde que je voudrais souligner, c'est aussi la fragilité des repères analytiques que vous mobilisez. Vous parlez du vote communautaire comme si on était en 1980. Avec des gens qui ne savent pas si sont Bamileke, si sont Bassa, qui sont Ewondo. Les gens que moi j'enseigne aujourd'hui, qui ont 20 ans là, qui font des masters, vous lui parlez du vote du village, il n'est jamais allé au village. Il est né à Yaoundé, il est né à Douala, il ne connaît pas vos affaires là.
Il s'appelle Mbidamagon. L'autre s'appelle Ngango Yumbi. L'autre s'appelle Akam Kwedi. Donc vous avez des gens comme ça qui sont des citoyens de la République. Vous venez leur parler de ça. Moi j'ai des cousins. Bidias Makon. Bon, quand celui-là, quand vous allez commencer à chercher à savoir ses origines, vous êtes dans des repères analytiques qu'il faut beaucoup relativiser. Le caractère souverain du vote identitaire, ça c'est dépassé ça. Regardez vous qui êtes spécialiste de la sociologie électorale et des élections, regardez aujourd'hui la composition de l'électorat. On vous dit que 70% de la population camerounaise a moins de 32 ans. Et donc quand vous regardez les gens qui sont aujourd'hui habilités à voter, qui font le gros de l'électorat, ils ne savent pas qui est Bami, qui est Betty, qui est Bassa. Ils ont un autre imaginaire qui est différent du nôtre. Et d'ailleurs même ceux de notre génération, je pointe les deux beaux garçons qui sont en face de moi. Dans notre génération, déjà, on avait de la difficulté à savoir qui était Bamileke, qui était Bassa. C'est l'ordre gouvernement qui nous a rappelé de façon brutale qu'on avait des identités qui étaient des identités locales. Nous, on a été socialisés dans une école qui nous parlait d'une identité nationale. C'est ce régime qui nous a rappelé qu'on pouvait nous chasser du Mfundi parce qu'on était Bamileke ou Bassa. Mais avant ça, moi, je ne le savais pas. J'ai grandi avec des camarades. C'est arrivé à la fac que je me suis rendu compte que mon identité pouvait poser problème. Mais notre génération n'a pas connu ça. On était à l'école, on allait, moi je sortais de l'école et je m'arrêtais chez mon ami. Dès qu'on avait fait le plat de coquille, je m'asseyais pour manger, sans chercher à savoir d'où il venait. Et si l'ami me trouvait là-bas, ma mère voulait simplement m'assurer que je suis là. Et que je ne suis pas en train de faire des gaffes dans toute la cité. Si elle savait que j'étais là, elle était rassurée parce que cette maman-là et elle, c'était des sœurs qui se levaient le matin pour le marché ensemble. Et donc, on était socialisés dans cet espace-là où nos identités villageoises n'avaient pas d'impact sur... Non, le vote communautaire est un peu largué pour cette élection. Il faut relativiser ça. Ça intéresse les gens qui ont 50 ans, 45 ans, qui ont encore ces repères villageois-là. Je suis Bamileke, comme Makone aussi Bamileke, on peut s'entendre. Bon, je suis Betty, ça sont des repères qu'il faut vraiment relativiser aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas pertinents, mais il faut relativiser leur poids sur le jeu électoral. Et donc, sur cette question-là, je sortirai en disant que si Maurice Kamto, Cabral Libi n'étaient pas des candidats extrêmement redoutables et dangereux, l'ordre gouvernant les aurait même incité en donnant même de l'argent. Que non, venez être candidat parce que de toutes les façons, le système actuel a toujours choisi des opposants qui voulaient battre l'élection présidentielle. Ça a toujours marché comme ça. Ils s'asseyent, ils disent que bon, on va humilier qui au cours de la prochaine élection présidentielle. Ils décidaient même des statistiques. Bon, on va le battre, on lui donne même 3%. L'autre, on va le battre, on lui donne 5%. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. Parce que personne ne peut dire, si aujourd'hui, quand tu es candidat, quelle sera la réaction de l'électorat demain. Et donc, et c'est un jeu politique normal. Autant que possible, on va éliminer ceux qui peuvent être des candidats dangereux. Et vous posez la question de savoir comment l'ECAM peut garantir, assurer un scrutin crédible. Le débat est bien avant cette phase opérationnelle, qui est la phase fonctionnelle du débat dans lequel nous sommes. Il y a une phase qui est structurelle. C'est elle qui permet de construire la base, la structure de l'étape que vous mobilisez, qui est au cœur de votre questionnement. L'élection, c'est cette partie structurelle et cette partie fonctionnelle. Dans la partie structurelle, vous avez le dispositif normatif, l'ordre juridique en matière électorale, vous avez le dispositif institutionnel. Si vous prenez l'ordre juridique, il est contesté. La loi sur les élections au Cameroun est une loi qui est contestée totalement. Bien avant l'élection présidentielle de 2018, les partis politiques ont fait des récriminations. Il y a eu des alliances de partis politiques qui ont, à plusieurs reprises, fait un chapelet de sollicitations, des dispositions qu'il fallait revoir. Je ne peux pas compter le nombre de fois que nous, experts, on a été invités à ces débats des partis politiques d'opposition qui revenaient toujours sur ces questions fondamentales, le bulletin unique, l'élection présidentielle à 2 tours et tous les autres éléments que tout à l'heure vous avez énoncés avec beaucoup de justesse et sur lesquels le professeur Assira est revenu. Donc la règle électorale, la loi électorale est mauvaise. En tout cas, elle n'arrange pas l'ensemble des candidats. Et ça m'étonne lorsque le professeur Oyan dit qu'on ne peut pas modifier. On peut modifier la loi la veille de l'élection. C'est rien du tout. Non, c'est pas une question de temps. Non, c'est pas une question. Voilà, on peut modifier la loi, mais qui a intérêt? En fait, voilà. c'est ça mon... Une session extraordinaire, on dit ça pose problème, on revoit pour matériellement, on peut modifier une la loi. règle électorale qui rassure tout le monde. Donc c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique, on ne veut pas modifier la règle électorale. Et quand j'entends l'analyse qui est faite sur le point du droit, elle m'amuse beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup, j'entends même ça dans l'espace public camerounais, des gens qui récitent le droit qui ne le comprennent pas. Il y a une conception très vieillotte de la règle de droit comme impérium, dans lequel l'ordre juridique, le président de la République, est un sacro-saint souverain qui décide des règles et personne ne peut lui dire que ces règles sont mauvaises parce qu'il est président. Cette conception vieillotte du droit, elle est dépassée. En matière de compétences juridiques, il y en a au moins 3. Il y a une compétence qui est exclusive, qui donne l'autorité au président de la République en tant que principal représentant avec le Parlement de la souveraineté, de prendre des règles juridiques, en tout cas des règlements,
sur un certain nombre de questions qui sont déterminées par la loi article 26 de la Constitution. Ce sont des compétences exclusives qui sont énumérées à l'article 27 de la Constitution, ce qui relève du domaine réglementaire. Maintenant, l'article 28 et les articles qui précisent que dans le domaine de la loi, il peut prendre des ordonnances sur habilitation du Parlement. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est de relever que cette compétence exclusive est minorée par deux autres compétences, ce qu'on appelle les compétences négociées. Par exemple, le ministre du Commerce, quand il discute des questions de réglementation du commerce, ne peut pas le faire sans discuter avec le GICAM, sans discuter avec les opérateurs économiques, parce que c'est pas lui qui produit de la richesse. Pourtant, l'État réglemente le champ commercial, mais il ne peut pas réglementer le champ commercial sans discuter. Pourquoi lorsque l'association des transporteurs là, décide de lancer la grève, le ministre des Commerces les convoque, l'organisation des chargeurs, passons des corporations fondamentales, pourquoi est-ce qu'il va appeler le président de l'organisation de protection des consommateurs? Celui-ci n'édicte pas la règle de droit, mais il doit être consulté pour que la règle de droit qui va être produite soit le reflet de la réalité économique. La troisième compétence, ce sont des compétences qui sont liées. Le pouvoir ne peut pas, dans aucun pays démocratique, discuter des réglementations électorales sans discuter avec les partis politiques qui contrôlent l'expression du suffrage. Et donc, voilà les différentes compétences. Mais l'analyse juridique, un peu vieillotte, là, héritée des Burdeaux et des autres là, qui parlent d'une compétence strictement exclusive, qui fait penser que le président de la République, en tant que président, a l'autorité de faire du droit ce qu'il veut. C'est faux. Et encore plus, si on dit qu'on est dans une démocratie qui est essentiellement formelle, procédurale, cette démocratie que nous contestons, qui a créé tous les problèmes que nous voyons en Afrique, il faut aujourd'hui créer un système juridique dans lequel les citoyens se reconnaissent. Si les candidats de l'opposition, les partis politiques qui font vivre l'espace politique disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans la règle, vous dites que la règle doit aller à l'élection de coûte que vaille. C'est une conception qui est même ridicule à la limite. Et je dis, si nous disons que nous sommes en face d'un système qui est très fort, très sûr de lui, obèse de sa puissance, dans une élection jouissive de son pouvoir, on devrait quand même... Mon grand frère me provoque. Si on est en face d'un pouvoir si fort, qui n'a peur de rien, Cabral c'est du menu flotteur, pour ce Kanto c'est une brindille, ils sont si forts. Mais accepter des règles de jeu, parce que tout commence par le choix des règles de jeu. Quand on dit fair play, on est là en face des gens qui doivent être élégants. Hein, je vois souvent quand vous commentez les costumes de vos grands frères qui sont à la présidence et un peu partout, je suis très attentif à leurs beaux costumes, ils sont des gens très élégants. Que cette élégance, qui est une élégance physique incontestable, soit aussi, puisse contaminer un peu l'élégance psychologique. Si on est si fort, si on est si sûr de sa force, on crée quand même un système où les règles de jeu quand même sont minimalement respectées. Dis maintenant, comme mon frère Ouyan le dit, que non, pour qu'on ait des raisons crédibles, il faut que tout le monde accepte des règles de jeu. Comment? Vous avez Elikam, le directeur général, est nommé par le président de la République. Bon, pour un organe indépendant, on aurait encore pu faire un simulacre en disant qu'on a un dosage, certains nommés par le Parlement, certains nommés par la Cour suprême, d'autres par le Conseil constitutionnel, d'autres par des instances totalement indépendantes. Société civile, par exemple. Voilà, et qu'on décide que toutes ces personnes nommées décident de choisir le directeur général. On aurait eu une institution crédible comme ça se fait ailleurs. Chez nous, on a décidé que le président de la République, qui nomme aux emplois civils et militaires, article 8 alinéa 10 et article 10 et consort, va même nommer celui qui est chargé d'arbitrer le jeu. Paradoxe de paradoxe. Et vous avez dans le Conseil électoral, tout le monde là-bas était du RDPC. Même des prêtres qui y sont étaient du RDPC. Ah, les prêtres aussi? Non, ils sont tous du RDPC. Vous avez tant des gens. Moi, c'est la première fois que j'apprends qu'on peut démissionner d'une idéologie. C'est-à-dire quelqu'un démissionne vous avez déjà vu ça où? Où quelqu'un démissionne d'une idéologie, on dit non, parce que par la vertu de la nomination est un exorcisme qui va enlever de son esprit ce à quoi Albert pense. Albert vous dit que même si Jésus vient, lui, c'est la discipline du parti. Et vous dites qu'un individu comme ça, avec cette structure mentale, entre dans le conseil électoral, avec cette structure mentale-là, je ne voulais pas utiliser le terme que mon grand frère utilisé pour qualifier cette structure obscure. Mais vous avez dans des gens qui ont cette structure mentale, Albert, dont l'intelligence est incontestée, brillant sujet, a réussi à être bridé. Aujourd'hui, si on lui demande que est-ce qu'il a plu, il dit j'attends d'abord ce que le parti va dire. Vous voyez cette structure. On choisit donc 12 individus avec la même structure mentale. Et on les envoie élégants. Et on dit que ces individus vont un jour dire que l'opposition a gagné dans quel schéma. Ils peuvent faire toutes ces litanies parce que ce sont les recommandations des partis politiques. Ils disent, monsieur le président, voici ce que les partis politiques disent. Mais entre relayer ce que les partis politiques disent et être arbitre régulier du jeu, mais c'est deux mondes. Les mêmes individus, quand ils vont se retrouver avec le même esprit qu'ils ont hérité, ils savent, tout ce qu'ils doivent faire, c'est le pourcentage. Ils doivent gagner de combien? C'est là le débat. Donc, quel que soit le schéma que vous pouvez faire, il ne peut pas avoir d'élection crédible. Et le dit n'est pas être ennemi de quelqu'un. Le dit, c'est simplement aider le pouvoir public à nous éviter des contestations inutiles. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas besoin d'être devin. Quel que soit celui qui ira à l'élection, la première des choses qu'il va faire le soir de l'élection, c'est un, peut-être déclarer qu'il a gagné. Deux, commencer à dénoncer les fraudes massives. Parce que, je sors par là, moi, il y a des chefferies dans mon village dans lesquelles on vote. Bon,
C'est vrai que chez nous, on dit que ce sont des sociétés acéphales. Mais moi, je serais quand même mal à l'aise d'entrer dans la chefferie de mon cousin, Joseph Raoul Macondo. L'urne est posée devant sa maison. Il est du PSR, non? Il est chef de village. Ah, d'accord. Et il a les bureaux de vote sont sous son territoire de compétence. Il a beau être mon cousin. S'il me voit venir avec un bulletin de l'opposition, il peut me balancer une fatwa. Et je ne peux pas chercher à avoir le problème avec mon cousin. Vous avez donc cette configuration territoriale qui fait que de nombreux Camerounais votent à l'intérieur des chefferies. Vous êtes sérieux? Il décide d'abord de la division, il décide des circonscriptions territoriales, il décide des règles de jeu, il décide de qui on nomme, il décide de qui. C'est une vaste plaisanterie. Donc dans la configuration actuelle des choses, on ne peut pas avoir d'élection crédible. Elle ne peut pas être démocratique, elle ne peut pas être libre, elle ne peut pas être transparente. Mais comme il faut qu'on aille à l'élection, allons-y. Mais ne parlons pas de liberté, de crédibilité, de transparence ou de justice. Je ne sais pas quelle hardiesse vous attendez du Conseil constitutionnel. Même tabac alors. Je ne sais pas quelle hardiesse, quelle audace vous attendez d'une instance d'une telle configuration. J'y ai quelques parents pour lesquels j'ai une extrême affection. Mais il faut bien dire que dans son institutionnalisation, il n'était pas attendu de cette instance qu'elle ait une quelconque audace. Maintenant, si vous tenez compte de sa composition et de l'histoire individuelle des honorables personnalités qui la constituent, il ne faut pas en attendre grand-chose. C'est triste parce que dans la configuration institutionnelle actuelle, il n'y a que de verrous et de blocages, soit dans les règles juridiques, soit dans la façon dont les institutions sont créées et sont mises en place et sont animées, soit dans la façon dont elles sont composées. Quels que soient les cas, on est dans une sorte d'impérativité, d'une obligation de se soumettre à la personne qui les a instituées et donc finalement elle procède. Il ne faut pas attendre grand-chose de cette instance qui pourra au surplus dire irrecevable. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.